Permettez-moi de vous présenter l'accueil et la prise en charge initiale du polytraumatisé. Alors dans ce topo, nous allons premièrement voir une introduction, nous allons définir le polytraumatisé, nous allons s'intéresser de façon importante au mécanisme, nous allons définir une entité à part qui est l'état de choc traumatique, nous allons essayer de connaître quelle est la prise en charge préhospitalière. La prise en charge hospitalière, quelle est l'imagerie qu'on doit réaliser chez le traumatisé grave, quelles sont les indications opératoires, le bilan biologique, le monitorage, et bien sûr nous terminons par une petite entité qui est quels sont les principes du DMS-3. Les objectifs de cet enseignement, vous devez apprendre à connaître la définition du traumatisé grave, vous devez apprendre à analyser le mécanisme, vous devez apprendre à connaître, à faire le diagnostic et le traitement des détresses vitales qui sont la détresse circulatoire, respiratoire. Il faut vraiment faire le diagnostic de l'hypothermie et vraiment la traiter. Il faut vraiment comprendre que l'état de choc traumatique, c'est une entité vraiment à part par rapport aux autres états de choc que vous connaissez habituellement. Il faut connaître quelle est la conduite à tenir à l'admission à l'hôpital. Il faut savoir réaliser le bilan radiologique initial. Il faut connaître les indications opératoires d'urgence. Il faut savoir que le scanner cérébral corps-entier est actuellement déterminant pour le bilan radiologique. On doit réaliser beaucoup de petits scanners. Pourquoi on s'intéresse à cette question aujourd'hui? Parce que, comme vous savez, que le polytrauma, c'est vraiment la première cause de décès chez les sujets jeunes dans notre pays. Et donc chaque année, plus de 4000 morts en Algérie, juste en 2009. Quand on traite du polytraumatisé, c'est une pathologie qui est très complexe. Pourquoi? Parce que tout simplement, les lésions, elles touchent toutes les parties du corps. On a un traumatisme à la suite d'un accident dans la voie publique, on peut avoir un traumatisme crânien, rachis, thorax, abdomen, bassin, les os, donc toutes les parties de notre organisme peuvent être intéressées. Et regardez, juste par exemple au niveau du thorax, on peut avoir un pneumothorax, un hémothorax, une lésion diaphragmatique, une contusion pulmonaire, une contusion myocardique. Donc, quand vous traitez, quand vous prenez en charge des autres pathologies, par exemple un asthmatique, c'est vraiment le poumon. Mais quand on prend en charge le polytrauma, les lésions peuvent être intéressées, n'importe quelle partie, et elles sont souvent associées. Donc on traite plusieurs lésions à la fois. Et le diagnostic et une prise en charge correcte, une gestion correcte du trauma thoracique, une gestion correcte de l'état de choc, une gestion correcte du coma, fera que on pourra éviter jusqu'à 27% des décès. Donc, il faut qu'il y ait une organisation importante, rigoureuse, correcte de la salle de déchocage. Il faut que tout soit organisé. Le polytrauma, c'est grave, c'est complexe. S'il n'y a pas une organisation de la structure d'urgence qui reçoit ces patients-là, donc on ne leur donne pas beaucoup de chance. S'il n'y a pas une prise en charge préhospitalière qui est correcte, donc on ne donne pas beaucoup de chance à ces patients. Nous allons, pour aborder la partie de la définition, nous allons commencer par un petit cas clinique. Voilà. Donc, vous recevez un patient, un maçon de 20 ans qui a fait une chute de 5 mètres. À l'arrivée des secours, quand vous allez arriver, vous allez trouver que votre patient, il a un état hémodynamique qui est correct, une respiration, il respire normalement, il est conscient. Donc, quand vous allez l'examiner, vous allez trouver une douleur diffuse de tout le côté gauche, d'accord, jambes, abdomen, thorax, etc. Quand vous examinez son membre inférieur, vous allez trouver une déformation de la cuisse gauche. Une déformation de la cuisse gauche, vous allez sûrement dire qu'il y a une fracture fermée du fémur gauche, et c'est ce qui s'est passé. Et la question que je vous pose, est-ce qu'il s'agit d'un polytrauma? Parce que le lendemain, le patient a bénéficié, le jour même, il a bénéficié d'une réduction de sa fracture, et bien sûr le patient est décédé le lendemain. Pourquoi? Pourquoi? Parce que tout simplement, même si l'hémodynamique elle est stable, même si la respiration elle est stable, juste le fait d'avoir un mécanisme qui est violent
Et en plus de ça, juste le fait d'avoir ce paramètre-là, même si on n'avait pas de douleur diffuse, etc., même si on n'avait qu'une chute de 5 mètres, mécanisme violent égale polytraumatisme. Quand l'examen clinique est strictement normal, juste le mécanisme violent, on dit que c'est... Pourquoi? Parce que regardez, le patient décède le lendemain. Lui, il avait une fracture d'emblée, c'est clair, mais parce qu'il y avait une rupture de la rate en 2 temps. Donc c'est très très important et primordial d'analyser le mécanisme. C'est ainsi que, à la phase initiale, quand vous recevez un polytraum, et bien, traumatisé grave, c'est un patient dont une des lésions menace le pronostic vital ou fonctionnel, ou bien dans le mécanisme où la violence du mécanisme laisse penser que de telles lésions peuvent exister. Ça veut dire que un traumatisé grave, c'est soit un patient qui est choqué, qui est en détresse respiratoire, qui a une lésion qui menace le pronostic vital, mais qui peut avoir une lésion qui menace le pronostic fonctionnel. Qui menace le pronostic fonctionnel parce qu'on peut avoir une luxation de la tête du fémur qui va entraîner une impotence fonctionnelle. Donc juste le fait d'avoir une impotence fonctionnelle menace le pronostic fonctionnel. Maintenant, vous pouvez avoir un patient qui est conscient, coopérant, qui n'a aucune détresse, ni circulatoire, ni respiratoire, juste le fait que le mécanisme soit violent pour dire que c'est un polytraum. Vous savez, avant, quand les gens n'analysaient pas le mécanisme, et donc ils admettaient que les patients qui étaient choqués ou bien les patients qui étaient comateux, et bien regardez, ou bien ils ne surveillaient pas ces patients-là quand ils étaient hospitalisés, et bien juste parce que les gens n'analysaient pas le mécanisme, les patients décédaient. Maintenant, quand on analyse le mécanisme et on trouve que le mécanisme est violent, on dit que ce patient-là est traumatisé grave. Après l'examen neurologique exhaustif, l'examen clinique exhaustif, pas que neurologique, respiratoire, de tout, examen clinique complet, après le bilan radiologique exhaustif, c'est-à-dire body scan, échographe, etc., quand on ne trouve rien, eh ben, on peut dire que le patient a rien. Mais au départ, juste sur un mécanisme violent, on dit que c'est grave. Il faut vraiment que le patient bénéficie d'une prise en charge intense, très importante pour ne pas passer à côté de lésions, comme je vous ai dit, thoraciques, cérébrales, qui sont des lésions évitables. Donc, la phase initiale, je répète, un traumatisé grave est un patient dont une des lésions menace le pronostic vital ou fonctionnel, ou bien dans le mécanisme où la violence du mécanisme laisse penser que de telles lésions peuvent exister. Après le bilan lésionnel, c'est un patient atteint de 2 lésions ou plus, dont une menace le pronostic vital. Quand vous avez fait votre échographie, votre radio du thorax, votre radiographie du bassin, votre body scan, vous pouvez dire que le patient, vous allez dire, ah, c'est un patient qui présente 2 lésions. Il a un traumatisme crânien associé à un traumatisme thoracique. Il a un traumatisme thoracique associé à un traumatisme du rachis. Mais sans bilan lésionnel, on ne peut pas dire que... Donc avec la définition que tout le monde utilise, patient atteint de 2 lésions ou plus dans l'une, mélange le pronostic vital, elle ne peut être utilisée qu'après le bilan lésionnel. Mais au départ, tous, ils sont graves, juste parce qu'il y a un mécanisme. Maintenant, s'il y a une détresse, c'est clair qu'ils sont graves. Donc mon premier message, il est clair. On doit apprendre à analyser le mécanisme. Quand on voit des voitures, quand on vous dit que la voiture est complètement déformée, que la voiture a fait des tonneaux, c'est clair que même si votre patient vous sourit, vous dites qu'il est grave. Hein. Et on a eu beaucoup de surprises avec beaucoup de patients. Ils n'avaient qu'une petite fracture, mais en finalité, parce qu'on n'a pas fait le bilan lésionnel, les patients décèdent secondairement. Donc très 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 important. Very very important. To analyse the mechanism, alright? C'est très important. La chute de plus de 2 mètres, c'est grave. Un piéton qui a été percuté à plus de 30 km/h, c'est grave. Vous allez avoir un décès dans l'accident, c'est grave. Le patient a été éjecté du véhicule, c'est grave.
le véhicule est complètement déformé, en rien, complètement comprimé. Hein. C'est une boîte de sardines, se transforme en boîte, c'est grave. Vous avez mis plus de 20 minutes pour extraire la victime, c'est grave. La voiture a fait des tonneaux, c'est grave. Le polytrauma, c'est en général l'accident de la voie publique, la chute, les accidents de travail, les accidents sportifs qui peuvent être à l'origine de ces traumatismes-là. Alors, le profil, c'est en général des hommes, dans la majorité des cas, des hommes jeunes, de 15 à 34 ans, dans 50% des cas, c'est véhicules légers ou bien un véhicule à 2 roues, et les facteurs favorisants sont toujours la vitesse, l'alcool, les toxiques, pas de ceinture de sécurité ou pas de casque. Ce qui tue le polytrauma, c'est les lésions. Les lésions, c'est les détresses. Les détresses, elles peuvent être soit circulatoires, respiratoires ou neurologiques. La physiopathie des lésions, elles peuvent être secondaires, soit un choc direct, tac, choc direct, je fais une chute, je tombe sur ma jambe, je la casse. C'est ce que tout le monde recherche. Mais malheureusement, ce que les gens ne recherchent pas, c'est les lésions indirectes qui sont secondaires au mécanisme d'accélération et de décélération. Parce que quand le corps s'arrête brutalement par un obstacle, il est soumis à une décélération qui génère une force gravitationnelle. La vitesse initiale et la durée de la décélération sont très importants à analyser. Cette vitesse va entraîner des déplacements, des lésions de tiraillement, d'écrasement au niveau de pas mal de structures comme le tronc cérébral, l'isthme, l'aorte, etc. C'est ainsi que un choc à 50 km/h, c'est l'équivalent d'une chute du 3e étage. D'accord? Donc, c'est pas parce qu'il y a une petite vitesse que c'est le fait que le véhicule s'arrête brutalement qui fait qu'on va voir des lésions importantes. Maintenant, nous allons voir la physiopathie. En général, je vous ai dit, alors, quand on a un polytrauma, on recherche systématiquement l'existence d'une détresse circulatoire, respiratoire et neurologique. Premièrement, quelle est la physiopathie de la détresse respiratoire? Eh bien, la détresse respiratoire, regardez. Donc, quand c'est en respiratoire, nous allons nous intéresser au traumatisme thoracique. Donc, on a une détresse respiratoire quand on a un traumatisme thoracique. Alors, qu'est-ce qui va... Alors, les causes de cette détresse respiratoire au niveau thoracique, ça peut être la douleur. La douleur parce que vous allez avoir des fractures qui vont entraîner une douleur va gêner l'ampliation thoracique et vous allez avoir une détresse. Vous allez avoir les épanchements qu'on doit rechercher systématiquement, pneumothorax ou hémothorax. Hein. On peut avoir une contusion pulmonaire, hein. D'accord, hein. Donc les traumatismes thoraciques, quand on a une détresse respiratoire, la première cause qu'on recherche, c'est un traumatisme thoracique. Donc dans les traumatismes thoraciques, la première chose qu'on recherche aussi, c'est les épanchements. Parce que les épanchements indiquent un drainage. La deuxième cause qu'on doit rechercher systématiquement, quand on a une détresse respiratoire, est-ce que votre patient a un score de Glasgow qui est inférieur ou égal à 8? Si un score, s'il est comateux, il y a une chute de la langue. La chute de la langue va entraîner une obstruction et bien sûr va entraîner une hypoventilation. En plus, quand vous allez avoir un Glasgow qui est inférieur à 8, la protection des voies aériennes ne sont plus protégées. Donc, le patient va inhaler. Donc, le contenu gastrique va passer dans le poumon. Et cette inhalation bronchique va entraîner une OAP et bien sûr va entraîner une détresse. Vous allez avoir aussi, quand vous avez un traumatisme maxillofacial, un corps étranger qui va entraîner une détresse respiratoire. À cela, il faut savoir que les traumatismes médulaires, au niveau du rachis et supérieur à C4, va entraîner une détresse respiratoire. Donc, la détresse respiratoire chez le polytrauma, elle est secondaire, notamment, surtout un traumatisme thoracique. Dans le traumatisme thoracique, les épanchements, elle peut être secondaire à un traumatisme crânien, secondaire à un traumatisme maxillofacial ou bien un traumatisme médulaire. Souvent, c'est plusieurs causes qui sont à l'origine de la détresse. Donc, d'où l'importance
de faire une bonne recherche étiologique, parce que c'est jamais une seule, c'est plusieurs qui s'associent pour donner votre détresse. Après la physiopathie de la détresse respiratoire, nous allons voir la physiopathie de la détresse circulatoire. D'accord? La détresse circulatoire, l'état de choc, comme je vous ai dit, c'est une vraiment entité à part. La première cause devant l'état de choc, 80% l'état de choc est dû à une spoliation, à une perte de sang, hypovolémie par spoliation. Il y a un robinet qui saigne. On ne sait pas où est-ce qu'il est le robinet. Il peut être dans l'abdomen, il peut être dans le thorax, il peut être dans le bassin. On doit connaître la cause de la spoliation. Parce que 80-90% des états de choc sont secondaires à une spoliation. Secondairement, l'état de choc il est secondaire à une cause traumatique respiratoire. Un épanchement qui comprime le cœur. Un épanchement gazeux qui comprime le cœur. Un épanchement liquidien qui comprime le cœur. Une tamponnade, un épanchement à l'intérieur du cœur qui comprime. Un épanchement péricardique. Donc, premièrement, la spoliation, le robinet qu'on doit connaître et identifier pour le fermer. Sinon, le patient il perd tout son sang et il décède. Soit un hémothorax, un épanchement péricardique ou bien une contusion. Bien sûr, après les causes 10 à 20%, on peut aussi avoir une vasoplégie parce que il y a une lésion au niveau de la moelle épinière, surtout quand le traumatisme, le niveau est supérieur à T6. D'accord? Bien sûr, quand on subit un traumatisme, on a une décharge en cortisol qui est très importante et on aboutit à une insuffisance surrénalienne. Quand on perd du sang, on a une hypocalcémie, donc l'hypocalcémie va aggraver cet état de choc. Et chez le polytraumatisé, il y a une fracture, il y a une perte de substance, il y a une plaie. Cette plaie va entraîner une réaction inflammatoire. Et cette réaction inflammatoire va entraîner une vasoplégie. Donc, pour pallier à cette vasoplégie, il faut respecter strictement les règles d'asepsie. Sinon, n'importe quelle plaie est source d'infection. L'infection va aggraver l'état de choc, elle va entraîner un état de choc septique qui devient mortel pour le patient. Mais la physiopathe de la détresse, on commence toujours par la spoliation qui est recherchée systématiquement. Qu'est-ce qu'on fait quand on a un état de choc? Eh bien, on prend des voies veineuses de gros calibre. On ne prend pas un G18, c'est un G14 ou un G16. La voie, il faut vraiment que ce soit un trocar. Pourquoi? Parce qu'il a perdu du sang rapidement. Donc, on doit restituer du liquide d'une façon aussi rapidement qu'on l'a perdu. Mais, on ne doit pas trop remplir. Parce que nous, ce qui assure l'oxygénation et le fonctionnement, c'est le sang, pas du liquide. Donc si on met trop de liquide, on entraîne une hémodilution. L'hémodilution va entraîner des troubles de l'hémostase et ça va aggraver le saignement. Donc si on doit remplir, strict minimum, maximum, c'est 1500. Si on dépasse ou si on atteint les 1500 et on continue à remplir, on a tué le patient, juste avec du liquide, parce qu'on a entraîné une hémodilution. Il n'y aura plus de plaquettes, plus de facteurs de la coagulation, tout est dilué, donc plus d'hémostase. Donc vous dites adieu à votre robinet va éclater, il va continuer à saigner, à faire saigner le patient. Donc on remplit juste ce qu'il faut avec des cristalloïdes. Rapidement, si le patient est en hypotension, on va mettre de la noradrénaline. Au cours de l'exercice de votre métier, vous allez comprendre que vraiment la noradrénaline, c'est vraiment une solution miracle, c'est le vasopresseur de choix qui est utilisé dans un certain nombre d'états de choc septiques et hypovolémiques et même cardiogéniques actuellement. Donc ça permet d'optimiser l'hémodynamique et bien sûr, tout de suite, nous allons demander le sang. Dès que le patient arrive, on voit qu'il saigne, on demande le sang. Le rationnel pour le sang, pas attendre le groupage, etc. En général, quand le patient saigne d'une façon importante, quand il est choqué d'emblée, c'est le O positif pour les hommes, le O négatif pour les femmes à l'âge de procréer. Mais si on n'a pas de O négatif, il faut comprendre qu'il vaut mieux utiliser le O positif pour tout le monde parce que
la cause du décès, ça va être l'état de choc hémorragique. Le poitrant meurt. Choc traumatique. Donc, il faut vraiment traiter l'état de choc traumatique. Et comme je vous ai dit, il ne faut pas trop remplir. Il faut vraiment remplir au strict minimum parce que sinon, on va entraîner une hémodilution. L'hémodilution va entraîner des troubles de l'hémostase. Les troubles de l'hémostase vont faire que le malade va saigner et le saignement ne va pas s'arrêter. Il faut vraiment utiliser les vasopresseurs d'une façon précoce. La noradrénaline, comme je vous ai dit, c'est vraiment une solution de choix, que ce soit dans l'état de choc cardiogénique, que ce soit dans l'état de choc septique. Il ne faut pas hésiter à transfuser parce que le patient il a perdu du sang, donc on lui restitue son sang, on lui restitue ses plaquettes, on lui restitue ses facteurs de la coagulation. Élément très très important à connaître, c'est que ces patients, les polytraumes, ils sont d'emblée en hypothermie, donc il faut vraiment veiller à ce qu'ils soient en normothermie parce que regardez, dans la littérature, tous les patients qui étaient froids, qui avaient une température qui était inférieure à 32%, et ben, on avait une mortalité à 100%. Donc, dès l'admission, il faut monitorer la température, il faut vraiment avoir une stratégie de réchauffement. Pourquoi? Parce que l'hypothermie aggrave la mortalité, favorise la coagulopathie, aggrave l'hypotension et majore l'effet de toutes les drogues que nous allons donner. Maintenant, si on s'intéresse aux étapes de la prise en charge du polytrauma. Alors, premièrement, plusieurs étapes. Premièrement, sur les lieux de l'accident, on a une prise en charge pré-hospitalière. C'est les secours primaires médicalisés, la prise en charge des détresses. Donc, deux concepts. Les Américains qui vont envoyer les paramédicaux, c'est juste des paramédicaux à qui on va apprendre à gérer une détresse respiratoire et circulatoire. C'est le concept de scoop and drive, c'est-à-dire vraiment on va courir pour prendre le patient à la structure de soins la plus adaptée. Et le concept des Européens qui stay and play, ils vont envoyer des équipes médicalisées avec un médecin, un paramédical pour essayer de prendre en charge les détresses. Pendant le transport, on doit continuer à surveiller les patients et à l'accueil des urgences, dans la prise en charge hospitalière, nous allons faire un bilan radiologique initial et essayer de savoir s'il n'y a pas une indication opératoire en urgence. Donc la prise en charge préhospitalière, il faut savoir trier les patients. Pour trier les patients, on les trie grâce au score de Glasgow pour évaluer la détresse neurologique et grâce au MGAP score. Alors le MGAP, il comprend 4 items. Le mécanisme, s'il est violent, grave. Si le Glasgow est bas, grave. Si le sujet est âgé, c'est grave. S'il a une pression artérielle systolique qui est basse, c'est grave. Donc, s'il y a un de ces paramètres-là, c'est grave. S'il y a les 4, c'est encore plus grave. Le score de Glasgow, comme je vous ai le score de Glasgow, c'est l'ouverture des yeux, c'est la réponse verbale, c'est la réponse motrice. Je pense le score de Glasgow que vous connaissez. Alors, en plus du score du MGAP, nous avons le score de Glasgow, nous avons le score de Vittel. Le score de Vittel, c'est un score qui a été élaboré, critères de Vittel, qui a été élaboré en 2002 par le SAMU de France et qui dit que la présence d'un seul critère suffit à qualifier le traumatisme comme grave. Alors, il est constitué de ce score de paramètres physiologiques, d'éléments cinétiques, des lésions anatomiques et de réanimation volumétrique. Et comme nous allons faire, le score de Vittel, il se réalise comme ça. De bas, de haut en bas. Alors, nous allons voir un patient. Nous allons analyser ses variables physiologiques. S'il a un score de Glasgow inférieur à 13, c'est grave. On s'arrête ici, on ne recherche pas les autres. S'il est conscient, il n'a pas un score inférieur à 13, nous allons voir sa pression artérielle. Si elle est inférieure à 90, c'est grave. On s'arrête ici. Et donc, s'il est grave, ça veut dire que le patient va bénéficier d'une stratégie qui est intense et on doit tout faire. On doit faire un bilan lésionnel exhaustif, etc. S'il a une pression artérielle systolique qui est normale, nous allons voir si sa saturation elle est correcte. Si elle est correcte, on continue avec les éléments cinétiques. Si elle est inférieure à 90, on dit que c'est grave. Si un des éléments cinétiques est présent, on dit que c'est grave. Et on s'arrête. Si tout est normal, on va aux lésions anatomiques.
Si un élément est positif, on s'arrête à l'élément qui est positif. Juste la présence d'un de ces éléments suffit à qualifier le patient de polytraumatisé et donc nous allons avoir une stratégie intensive pour le prendre en charge. Alors, sur les lieux de la prise en charge, nous allons premièrement extraire la victime, donc désincarcération du blessé. Deuxièmement, nous allons évaluer par examen clinique les grandes fonctions qui sont la prise en charge des détresses hémodynamiques, respiratoires et neurologiques. D'accord, hein? Traiter. Il est choqué, on doit traiter. Il a un pneumothorax, on doit exsuffler. D'accord? On doit immobiliser le rachis avec une minerve. Parce que tout traumatisme crânien, même c'est un traumatisme médulaire jusqu'à preuve du contraire. Sinon, on va examiner le patient pour voir s'il y a une lésion médulaire. Nous devons respecter la rectitude de l'axe tête-cou. Il faut installer le patient dans un matelas coquille s'il y a un transport. Nous allons prendre des voies veineuses, comme je vous ai dit, de gros calibre, parce qu'il y a le choc hémorragique. Une petite voie de petit calibre ne va pas nous permettre de restituer la volémie si le patient perd sa volémie. Le sérum salé en première intention. On ne doit pas remplir plus de 1500. Si on doit optimiser, on doit réaliser l'usage des catécholamines si un état de choc type noradrénaline. Assistance ventilatoire, si pour la détresse respiratoire, nous pourrons intuber, nous allons réaliser un drainage thoracique, mais avant tout ça, il faut vraiment qu'il y ait une oxygénation, quel que soit X, c'est des patients qui doivent être oxygénés. Si le patient a un score de Glasgow qui est inférieur ou égal à 8, on doit l'intuber, hein, d'accord? On doit immobiliser toutes les fractures, vraiment, pour éviter la survenue d'une embolie graisseuse. Il faut traiter la douleur des patients. Et comme je vous ai dit, il faut vraiment faire tout pour lutter contre l'hypothermie, parce que l'hypothermie, c'est vraiment une source d'aggravation et une source de mortalité. Donc, diagnostic et traitement des détresses vitales qui sont ventilatoires, circulatoires, neurologiques. Il faut lutter contre l'hypothermie, il faut traiter la douleur, ça c'est. Bien sûr, dans le traitement de l'état de choc, actuellement une molécule qui nous permet intéressante, et c'est pour ça qu'on vous parle, c'est l'usage de l'acide tranexamique afin de diminuer le saignement. C'est une molécule qui ne coûte pas cher. On doit les donner dans les 3 heures, un bolus 1 gramme tout de suite après l'accident et bien sûr 1 gramme sur les 8 heures. Ça permet de diminuer le saignement, c'est un antifibrinolytique. Parce que ce qu'on cherche, c'est vraiment diminuer l'état de choc. Comme je vous ai dit tout à l'heure, les causes des détresses circulatoires, c'est l'hypovolémie, c'est le pneumothorax, ça peut être un épanchement péricardique, et les causes des détresses respiratoires, c'est le traumatisme thoracique en lui-même, ça peut être aussi un traumatisme neurologique, c'est-à-dire un traumatisme crânien associé, et on doit systématiquement les rechercher. Pour la détresse circulatoire, on l'a clairement dit, c'est les voies, c'est les vasopresseurs, et c'est le sang. Pour la détresse respiratoire, c'est l'oxygène, les obstructions des voies aériennes. L'oxygène à haut débit qui occupe une place très importante, c'est l'exsufflation, c'est le drainage. Et quand les patients ils sont comateux ou bien quand ils sont vraiment très hypoxiques, on n'hésitera pas à les intuber. C'était la prise en charge préhospitalière. Parce que vraiment, on ne peut pas laisser un patient traîner, arriver à l'hôpital, avoir perdu son sang. Là, s'il arrive à l'hôpital et qu'il n'y a pas eu de prise en charge préhospitalière, c'est clair que le patient risque de décéder. Alors, la prise en charge hospitalière du patient pénétrant fait appel à des équipes pluridisciplinaires, faites d'anesthésistes, de chirurgiens, de radiologues, d'hémobiologistes, pour pouvoir traiter toutes les détresses. Donc, l'admission à l'hôpital permettra de traiter les détresses vitales, circulatoires, respiratoires et neurologiques, avec les objectifs que nous avons vus. On va monitorer le patient, nous allons réaliser un bilan lésionnel, radiologique et biologique,
Et bien sûr, s'il y a une indication opératoire, nous allons transférer le patient au bloc opératoire. Comme par ailleurs dans la prise en charge préhospitalière, la prise en charge du polytrauma elle est vraiment basée sur le diagnostic et le traitement des détresses, comme je le répète encore une fois, parce que c'est un message de ce topo, la détresse ventilatoire, circulatoire ou neurologique. On doit lutter contre l'hypothermie, on doit faire une bonne analgésie. Donc, quand le patient arrive à l'hôpital, nous allons se poser la première question que nous devons nous poser, c'est est-ce qu'il y a une indication à admettre le patient au bloc opératoire ou pas, ou bien est-ce qu'on le met au déchocage. Eh bien, il y a une indication opératoire en urgence quand vous allez avoir un patient qui est choqué, qui est très choqué, quand il y a un hémopéritoine qui est évolutif, quand il y a un hémopéricarde, quand vous allez avoir une plaie vasculaire, ça saigne, il y a une plaie artérielle, quand vous allez avoir, après la réalisation d'une TDM, un hématome extradural, quand il y a un délabrement d'un membre, qu'il y a plusieurs fractures, donc il faut amputer. Et bien sûr, quand il y a un fracas du bassin, on n'hésitera pas à emboliser. Donc, les 4 périodes que nous allons, que nous allons voir. Alors, premièrement, quand le patient arrive au déchocage, nous allons avoir les soins immédiats dans les 15 premières minutes. Deuxièmement, nous allons avoir le bilan initial dans les 30 minutes qui vont suivre. Le bilan extensif, c'est vraiment le body scan dans les 2 heures qui vont suivre. Et nous allons réévaluer toutes ces lésions-là après 24 heures. Donc, les soins immédiats, comme je vous ai dit, c'est les voies veineuses de gros calibre, c'est l'oxygène, les voies aériennes, c'est l'intubation, c'est l'exsufflation, hein, d'accord. Comme je vous ai dit, l'insuffisance circulatoire chez le polytrauma, c'est en général 80-90% d'origine hémorragique, donc il faut vraiment rechercher la cause du saignement, 10 à 20% obstructif, pneumothorax, donc il faut vraiment faire une exsufflation cardiogénique, tamponnade, contusion, donc il faut essayer de les rechercher aussi systématiquement. Donc les pièges chez le polytrauma, c'est vraiment ne pas drainer un pneumothorax qui est à l'origine d'un état de choc, hein, et minimiser des hémorragies extériorisées. Un scalp peut énormément saigner. Avec un scalp, on peut perdre 1,5 litre de sang. Les épistaxis peuvent énormément faire perdre de sang et on a tendance à les minimiser. Et donc si on les minimise, on ne va pas transfuser. Donc c'est très très important de ne pas minimiser et d'estimer le saignement. Clairement, si on veut estimer le saignement, il faut savoir que une fracture de côte saigne à 125. Alors au niveau des membres, une fracture de l'avant-bras 250, du bras 500, de la jambe 1 litre, du fémur, cuisse, fémur 2 litres et du bassin jusqu'à 5 litres. Et un scalp de plus de 10 cm, il peut saigner jusqu'à 1 litre. Donc, juste avoir 2 fractures, jambe côté gauche par exemple 1 litre, fémur côté droit 2 litres, ça fait 3 litres de sang, de spoliation. Donc si à ce patient-là, vous n'allez pas commencer à réaliser votre transfusion, c'est clair que vous n'avez aucune chance que votre patient s'en sorte. Donc l'imagerie du traumatisé, elle nous permet, elle est capitale, importante. Elle doit être réalisée systématiquement chez tout le polytrauma parce qu'elle peut nous permettre de connaître est-ce qu'il n'y a pas une indication en urgence. Alors c'est pour ça que nous devons réaliser systématiquement chez un polytrauma une radio du thorax. Qu'est-ce qu'on va rechercher? À la recherche d'un hémothorax, d'un pneumothorax, qui nécessite quoi? Qui nécessite un drainage thoracique. Nous allons réaliser une échographie abdominale obligatoire à la recherche d'un épanchement, d'un hémopéritoine pour faire qu'il y ait en sorte une laparotomie. Nous allons faire une radiographie du bassin s'il y a une disjonction, des fractures importantes au niveau du bassin. Et bien dans les pays développés, le bassin on ne peut rien faire. On peut juste faire une contention, une ceinture pelvienne. Mais dans les pays développés, chez nous, on ne fait qu'une contention. Mais dans les pays développés, ils vont réaliser une artérographie et s'il y a un vaisseau qui est en train de saigner, nous allons emboliser.
Clairement, ça fait depuis quelques années, réaliser l'échographie thoracique, abdominale, Doppler transcrânien, échocardiographie permet de faire le diagnostic d'un certain nombre de lésions. D'accord, hein? Mais quel que soit X, l'échographie elle est obligatoire, mais après l'échographie, on doit réaliser le scanner. Et le fait d'avoir une échographie normale ne vous permet pas de ne pas faire le scanner. Vous devez aller faire le scanner parce que l'échographie, elle a une sensibilité, une spécificité qui est limitée et donc on doit faire le scanner. Grâce à l'appareil d'échographie, nous pouvons même réaliser un Doppler transcrânien et évaluer l'état de la vascularisation cérébrale. Donc, quand le patient arrive à l'hôpital, s'il est en état de choc, instable sur le plan hémodynamique, il va directement au bloc, parce qu'il y a une chirurgie urgente. Si il va au déchocage, il va être stabilisé par la réanimation. Nous allons réaliser ici la fast écho, T-thorax, radiographie du bassin, échographie abdominale ou bien toute l'échographie de tout. Et s'il reste stable, nous allons faire un body scan. S'il est stable d'emblée, on peut réaliser un body scan d'emblée. S'il est stable, s'il n'est pas choqué, s'il n'est pas en détresse. Le rationnel, pourquoi est-ce qu'on a cet algorithme-là? Pourquoi est-ce qu'on fait un bilan lésionnel? C'est pour rechercher les lésions, pour ne pas passer à côté d'une indication opératoire en urgence. Est-ce que c'est clair? Donc vous ne devez pas dire que mon examen clinique il est normal, je ne fais pas. Non, les indications sont larges. Les études ont montré que la réalisation du body scan a amélioré le pronostic du patient. Donc, le body scan est très important. Le scanner est vraiment au centre du bilan lésionnel. Il est obligatoire, il améliore la mortalité en permettant le diagnostic de toutes les lésions. Le scanner cérébral nous permet d'éliminer un extradural initialement d'emblée. Le scanner thoracique permet d'éliminer une rupture de l'aorte et vous ne pouvez jamais voir ce genre d'image ou de lésion si vous n'avez pas fait votre body scan. Bien sûr, une radiographie du bassin avec une artérographie peut nous permettre de voir le vaisseau qui saigne et de l'emboliser secondairement. En matière de monitorage, c'est clair qu'il est préconisé de faire une mesure de la pression artérielle par voie sanglante, soit au niveau de l'artère radiale, mais ce qui est préconisé, c'est vraiment au niveau de l'artère fémorale parce qu'on a besoin d'une surveillance continue de sa pression artérielle. Qu'est-ce qui tue le polytrauma? C'est l'état de choc. Qu'est-ce qu'on doit surveiller? C'est la pression artérielle. C'est ça. On surveille ce qui le tue. C'est ça la règle. Hein. D'accord? De par ailleurs, on doit monitorer, on doit vraiment faire, parce que les polytraumes, ils ont souvent des crânes associés. Donc nous devons veiller à ce qu'il n'y ait pas la survenue des agressions cérébrales. Il faut vraiment éviter qu'il y ait une hypotension, une hypoxémie, une hypocapnie. Parce que regardez, quand vous avez, ça c'est un patient qui a une lésion initiale au niveau cérébral. Quand à cette lésion initiale s'associe l'hypotension et l'hypoxie, votre lésion initiale se transforme en lésion secondaire. Regardez, vous avez un poids chiche dans le cerveau au départ, le malade a subi l'hypotension, a subi l'hypoxie, a subi l'hypoglycémie. Le poids chiche se transforme en pastèque. La pastèque, c'est de l'hypertension intracrânienne. Donc la pastèque, c'est une pastèque. Elle va faire quoi? Elle va tuer le patient. Donc, on fait simple, on évite l'hypotension, on n'aboutit pas à la pastèque et on ne tue pas le patient. Donc, et là, directement, quels sont les objectifs de réanimation cardiovasculaire de ces patients-là? Si le patient n'a pas de crâne associé, il n'a pas de détresse neurologique, votre scanner cérébral est normal. Donc, vous pouvez tolérer une certaine hypotension permissive, surtout quand vous allez avoir une plaie vasculaire. Le patient il a une plaie vasculaire, parce que ça va gicler. Il va perdre tout son sang. Et là, nous avons une petite hypotension.
Maintenant, s'il a un crâne associé, c'est clair qu'un patient qui a un traumatisme crânien ou médulaire, il doit avoir une pression artérielle systolique aux alentours de 11. Si vous avez une plaie vasculaire associée, faites en sorte qu'elle soit entre 11, mais pas plus, mais pas moins, pour ne pas aggraver les lésions cérébrales. D'accord? Les indications opératoires en urgence, comme je vous l'ai dit, c'est l'hémopéritoine évolutive, l'hémopéricarde avec signe de tamponnade, une plaie vasculaire, un hématome intracrânien, un délabrement d'un membre et une lésion du bassin. Ce qui est clair, c'est que notre patient polytraume, quel est l'objectif de la prise en charge? C'est prendre en charge les détresses vitales qui sont respiratoires, circulatoires et neurologiques, faire un bilan lésionnel exhaustif complet, ça veut dire radiographie du thorax, échographie du abdominal, radiographie du bassin, et faire un body scan. Pourquoi? Quel est l'objectif de tout ça? C'est pour ne pas passer à côté d'une indication opératoire. Parce que si on ne fait pas un bilan lésionnel exhaustif, on rate une indication. Si on rate une indication, on a raté le patient. Le patient va décéder. Dans tous les cas, il faut vraiment que le patient ait son sérum antitétanique au départ et après son vaccin antitétanique. Si on a fini avec tout ça, si le patient doit être admis en réanimation, et bien en réanimation, on va l'admettre et nous allons continuer la prise en charge. Ce qui est important à souligner, c'est vraiment l'antibiothérapie qui doit être instaurée d'emblée. Parce que c'est des patients, comme ils ont des plaies, donc ils sont en réaction inflammatoire d'emblée. Bien sûr, dans notre polytraum, il ne faut pas oublier les autres lésions qui peuvent être oubliées, comme les lésions oculaires, les lésions abdominales des organes génitaux, du périnée, une lésion rectale, une lésion ligamentaire du genou. Donc, c'est ces lésions qui peuvent être souvent oubliées par l'ensemble des médecins. Donc ça, c'était concernant la prise en charge du polytraum, le bilan, la prise en charge, les indications opératoires. Dans le polytraumatisé, il y a une catégorie qui va être très grave d'emblée, qui va être choqué avec des tensions basses d'emblée, qui va être froide d'emblée, en hypothermie d'emblée. Pour cette catégorie-là, il y a une autre stratégie qui s'appelle le damage control, qui est une stratégie qui va intéresser les malades les plus choqués et les plus graves. C'est ce qu'on appelle le damage control resuscitation. Et comme vous voyez bien, il y a un bateau et ce bateau est en train de prendre feu. Ce concept-là, il a été élaboré par la Navy américaine. Quand un bateau prend feu en plein mer, l'objectif, c'est pas de réparer complètement le bateau. L'objectif, c'est juste de, si vous voulez traiter l'incendie, je ne sais pas si on peut dire ça, mais plutôt vraiment le feu, arrêter le feu rapidement, pas complètement arranger le bateau, juste arrêter le feu, rentrer à la base. Après, quand on va rentrer à la base, on peut arranger le bateau. Alors, quand le malade il est en choc, c'est-à-dire qu'il est en feu. On ne va pas l'opérer d'une façon minutieuse, anatomique. On va juste colmater, arrêter le saignement. Quand le patient va être plus stable, nous allons l'opérer définitivement. Le concept du damage control, c'est dire vraiment que le mieux, c'est l'ennemi du bien. C'est un concept qui s'applique à pas mal. Et the goal of damage control is to restore normal physiology rather than normal anatomy. Ça veut dire notre objectif, c'est de restaurer la physiologie du patient, pas son anatomie. On peut admettre un patient qui est choqué au bloc opératoire. On peut l'opérer de tout. En finalité, il est mort. Parce qu'on a rétabli son anatomie. Nous, on a besoin d'une physiologie. Moi, j'ai besoin d'une pression qui est normale. J'ai besoin d'une température qui est normale. J'ai besoin d'une oxygénation qui est normale. J'ai besoin d'un taux de calcium qui est normal. D'un sodium qui est normal. J'ai besoin d'avoir une glycémie qui est normale. J'ai besoin d'avoir tous mes paramètres, d'avoir des plaquettes, pas avoir tous ces paramètres-là,
pour que mon organisme fonctionne. Mon anatomie, elle peut être endommagée, mais ma physiologie normale, donc je continuerai à vivre. Mon anatomie peut être restaurée, ma physiologie, elle est anormale, donc je vais décéder. Parce que je ne peux pas vivre en hypothermie, je ne peux pas vivre choqué, je ne peux pas vivre en hypoxie. C'est incompatible avec la vie. D'accord? Donc le concept du damage control recouvre une stratégie de prise en charge du choc hémorragique centrée sur une chirurgie de sauvetage. C'est-à-dire on ne va pas opérer complètement, on va juste comprimer, clamper. Si le malade il a une lésion hépatique, nous allons faire une laparotomie et comprimer le foie. On ne va pas opérer tout. Parce que si on opère tout, on va tuer le patient. Parce que ce qui est clair, c'est que dans le damage control, on dit que le patient, il y a une hémorragie. L'hémorragie va entraîner une hypoperfusion périphérique, donc une dette en oxygène. Cette hypoperfusion va entraîner une hypothermie. La dette en oxygène va entraîner une acidose, parce que ça va fonctionner dans un milieu anaérobie. Alors, en plus de ça, nous allons remplir, utiliser des solutés froids. Donc, l'utilisation de cette réanimation chirurgicale qui est souvent froide, parce qu'on ne réchauffe pas, d'où l'intérêt de réchauffer les liquides quand on réchauffer le patient, va aboutir à l'hypothermie. L'hypothermie, elle aggrave l'acidose, l'hypothermie, elle aggrave la coagulopathie. Et en finalité, un patient qui est froid, qui est acide et qui saigne, c'est un patient qui va décéder. C'est ce qu'on appelle la triade fatale du polytraumatisé. D'accord? Donc c'était juste un mot, dire qu'il y a une catégorie où il faut vraiment tout faire. Et pour ça, il y a un certain nombre de mesures, beaucoup de mesures qui ont été élaborées, comme la ceinture pelvienne. On met une ceinture pelvienne pour un traumatisme du bassin, on met un garrot pour une lésion vasculaire, etc. Si on résume la prise en charge du polytraum, regardez bien. Donc, premièrement, quand on a un polytraumatisé, donc on doit rechercher l'existence d'une détresse respiratoire. La détresse respiratoire, comment on va l'évaluer? Grâce à la fréquence respiratoire, à la SpO2, est-ce qu'il y a une cyanose? Nous allons ausculter le patient, voir l'ampliation. Est-ce qu'il y a un emphysème sous-cutané? Quelles sont les mesures que nous devons utiliser pour la détresse circulatoire? Nous allons désobstruer les voies aériennes, oxygéner. On doit avoir un intubé, à drainer un épanchement. Quel est notre objectif? Notre objectif, c'est d'avoir une saturation qui est supérieure à 90. Si un crâne associé, notre objectif est une saturation supérieure à 95. D'accord? Pour l'état circulatoire, comment nous allons évaluer la détresse circulatoire? C'est grâce à la fréquence cardiaque. S'il est tachycarde, s'il a une hypotension, ça veut dire qu'il est en hypovolémie. La coloration, la chaleur, est-ce qu'il perfuse bien périphérique ou bien est-ce qu'il est très froid? À ce moment-là, on dit qu'il y a une hypoperfusion. La fréquence respiratoire, l'état neurologique. On va voir s'il n'y a pas un saignement. Si on a un hémochio, ça veut dire une surveillance rapide de l'hémoglobine. Donc, nous allons voir quel est son taux d'hémoglobine. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour lutter contre la détresse et pour traiter la détresse circulatoire? Nous allons remplir, nous allons utiliser des vasopresseurs, nous pouvons intuber et on n'oublie pas l'importance capitale de la transfusion précoce. Chez le polytraum, on transfuse précocement, de telle sorte à avoir une pression artérielle, une PAM qui est aux alentours de 65 si on n'a pas de lésion crânienne associée. Si on a une lésion crânienne, la PAM, il faut qu'elle soit aux alentours de 80. Donc, si on a la détresse neurologique, il faut vraiment évaluer le patient grâce au score de Glasgow. Il faut vraiment voir s'il n'y a pas une anisocorie. Il faut examiner les pupilles, il faut examiner la tension artérielle, il faut réaliser systématiquement une glycémie, parce que l'hypoglycémie, elle est aussi mortelle. Si le patient a un score de Glasgow inférieur ou égal à 8, on va l'intuber, on va remplir, on va utiliser les vasopresseurs. S'il y a une anisocorie ou bien une mydriase, ça veut dire qu'ils sont le témoin d'une hypertension intracrânienne. Nous allons réaliser une osmothérapie, soit avec du mannitol, soit avec du sérum salé. L'objectif étant d'éviter la survenue des agressions cérébrales secondaires d'origine systémique. Donc il faut avoir une PRM aux alentours de 80, une SCO2 entre 35 et 40, une SPO2 supérieure à 95, une normoglycémie et
une température qui est inférieure à 38. Si vous allez avoir un traumatisme médulaire, hein, donc à ce moment-là, il faut vraiment examiner le patient. Si le patient il est comateux, il est considéré comme un traumatisme du rachis systématiquement. S'il est conscient, s'il est comateux, c'est un traumatisme du rachis, pardon. S'il est conscient, nous allons faire voir, examiner sa sensibilité, sa motricité pour voir s'il n'y a pas un traumatisme médulaire. S'il y a un traumatisme médulaire, il faut aussi veiller à ce qu'il y ait une bonne tension, une bonne oxygénation. Il faut traiter la douleur, toujours traiter la douleur. Il faut aussi qu'il y ait recherché toutes les lésions associées, examiner tous les membres, etc. Il faut vraiment lutter contre l'hypothermie. La température, il faut monitorer la température. Il faut que quand on déshabille, on sèche. Il faut qu'il y ait une cellule sanitaire. Pas toutes les fenêtres sont ouvertes et tout est ouvert et on refroidit le patient. Il faut qu'il y ait une couverture de survie. Il faut vraiment que votre température soit entre minimum, il faut qu'elle soit aux alentours de 37,5. Parce que l'hypothermie, elle entraîne une coagulopathie. La coagulopathie, elle fait partie de la triade fatale du polytraum. Donc elle est mortelle. L'hypothermie est mortelle pour le polytraumatisé. Donc mes messages, ça va être. Donc chez un polytraumatisé, il faut analyser le mécanisme. Donc si le mécanisme est violent, égale polytrauma. Il faut qu'il y ait une prise en charge préhospitalière correcte. Malheureusement, dans notre pays, la prise en charge préhospitalière, elle n'est pas bien réalisée. On espère que dans le futur, ça s'arrange. Il faut vraiment mettre une minière parce qu'un traumatisme polytraum, c'est souvent un traumatisme du rachis. Il faut faire la prise en charge des détresses vitales. Il faut mettre des voies veineuses de gros calibre. Il faut remplir, mais il ne faut pas dépasser 1500. Il faut utiliser la noradrénaline d'une façon précoce. On peut intuber, oxygéner et exsuffler si un pneumothorax. Il faut réaliser une échographie de tout l'organisme. Il faut réaliser un téléthorax, une radiographie du bassin qui sont obligatoires. Le body scan est obligatoire. Il faut lutter contre l'hypothermie. Il faut traiter la douleur. Il faut connaître les indications opératoires urgentes qui ne doivent pas durer longtemps. Parce que sinon, il décède. Il faut immobiliser les fractures, il faut transfuser précocement et rapidement le patient. Donc, on dira un traumatisé grave, c'est un patient victime d'un traumatisme violent susceptible d'avoir provoqué des lésions multiples et menaçant le pronostic vital ou fonctionnel. La prise en charge préhospitalière vise d'une part à immobiliser le patient pour éviter l'aggravation de lésions instables, effectuer une première évaluation des lésions potentielles ou avérées et corriger les détresses vitales et d'autre part à orienter le patient vers la structure de soins la plus adaptée. Dès l'arrivée à l'hôpital, cette prise en charge diagnostique et thérapeutique est complétée de manière exhaustive après vérification de la mise effectuée en préhospitalier, en particulier des accès vasculaires et du contrôle des voies aériennes. Une voie d'abord centrale et une mesure invasive de la pression artérielle doivent être précocement mises en place. Parmi les examens biologiques urgents, l'hémoglobinémie, l'hémostase et les gaz du sang doivent être obtenus. Le bilan lésionnel iconographique initial comporte une radiographie du thorax, une radiographie du bassin, une échographie face, ce qui permet de prendre les décisions thérapeutiques urgentes qui sont drainage thoracique, artérographie pour embolisation, laparotomie d'hémostase. Après correction des détresses vitales, ce bilan est ensuite complété par un scanner cérébral sans injection, puis cervico-thoraco-abdominaux-pelvien avec injection de produits de contraste et si nécessaire avec des radiographies conventionnelles. En conclusion, la rapidité et la qualité des soins prodigués à un blessé sont des facteurs de réduction de la morbimortalité. Elles doivent être formalisées, donc on doit tout, c'est-à-dire que la prise en charge du polytrauma ne s'improvise pas, elle doit être codifiée. On doit tout organiser. Plus on organise, plus on a un plateau technique adéquat, plus on a des équipes entraînées et rodées, plus on améliore la survie de ces patients-là. Et je vous remercie pour votre